T'aimes bien les cookies ou pas, toi? Tu peux prendre un cookie si tu veux. Oui, mais je pense qu'après. À la fin, Parce ouais. que sinon, je vais avoir vraiment une grosse pâteuse. Parler, Oui, cookies, alors, tout ça, ça va pas aller. bienvenue à Brustalk. Bienvenue, je reçois Juliette Gillement aujourd'hui. On reçoit des invités qui font partie, on va dire, du sujet qu'on traite actuellement. Et là, le sujet actuellement, c'est l'inclusion des femmes sur le marché de l'emploi. Et le but, c'est de passer un moment ensemble, de discuter, d'avoir des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui ont, on va dire, des choses à raconter. Et puis qu'on passe un petit moment pour savoir qu'est-ce qui se passe à Bruxelles et quelle est la situation actuelle et qu'est-ce que potentiellement on pourrait faire pour que ça aille mieux, quoi. Juliette, tu es assistante doctorante, c'est ça? Et tu fais une thèse Oui. actuellement. Peut-être dans un premier temps, je te propose qu'on te présente un petit peu. Du coup, toi, qui tu es et peut-être ce que tu as fait comme parcours qui t'a amené à faire de la recherche. Moi, je viens de Liège à l'origine et j'ai décidé de venir à Bruxelles pour faire des études de sciences politiques. À la base, depuis que j'ai 14 ans, je voulais faire de la politique et donc je me suis lancée dans des études de Sciences Po. Et puis, en troisième année de Sciences Po, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun métier qui me tentait après Sciences Po. Donc, j'ai changé de voie et j'ai décidé de faire le droit. Ok. Pourquoi Sciences Po, c'était quoi en fait? T'as eu une désillusion par rapport à ça, quoi? J'adorais les études, mais j'avais vraiment une désillusion par rapport à l'idée de travailler en politique. Ça m'a un peu... Les études de Sciences Po m'ont un peu fait me rendre compte que j'avais pas très envie de bosser en politique. Et donc je me suis dit autant changer après 3 ans. Et donc j'ai décidé de faire le droit pour être avocate. Et donc j'ai fait un bachelier en droit, un master en droit. Et puis j'étais pas encore tout à fait prête à travailler. Et donc j'ai décidé de faire un master complémentaire en droit social. Et donc le droit social, c'est le droit du travail et de la sécurité sociale. Et donc j'ai fait un master de spécialisation là-dedans et j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment là que j'ai découvert tout un pan du droit que j'aimais beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un mémoire avec mon promoteur sur les catégories familiales en droit de la sécurité sociale. Donc tu vois, les catégories familiales, c'est ce dont on parle beaucoup avec le statut cohabitant. C'est ça. Donc si tu as des enfants à charge, tu vas gagner plus de chômage, par exemple, ou plus de pension que si tu habites avec quelqu'un. Et donc j'ai décidé de faire mon mémoire là-dessus. Et après, je suis devenue avocate. C'est ça. Pendant 4 ans, c'est ça, tu m'avais dit? Pendant 4 ans, oui. Ouais. Donc j'étais avocate principalement en droit du travail. Et je faisais en même temps... j'étais aussi avocate prodéo en droit de la sécurité sociale. Avocat prodéo, c'est... Prodéo, c'est les personnes qui défendent des personnes qui n'ont pas d'argent. C'est ça, qui n'ont en pas gros. beaucoup de Qui ont pas moyens. beaucoup de Et moyens, donc ouais. après, on est payé par l'État. C'est ça. Et puis, il y a maintenant presque 2 ans, j'ai décidé de faire une thèse et de me lancer à temps plein dans la recherche. Par rapport à ta thèse, donc, celle que tu m'as dit, c'est une lecture féministe du droit de la sécurité sociale belge. Ouais, C'est bien c'est ça. Bah, je te propose que tu me l'introduises un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette thèse et ça parle de quoi? Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette thèse? En fait, moi, je viens pas trop d'un milieu... parce que bon, les gens qui font des études en féminisme et en études de genre, il y a beaucoup de gens qui viennent d'un milieu très militant et très... ils arrivent sur les études féministes via l'angle des femmes. Et moi, en fait, c'est un peu l'inverse que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis plutôt arrivée par l'angle de la pauvreté. Donc, j'ai fait des recherches donc à l'ULB avec Daniel Dumont et avec... deux collègues, Amaury Mechlin et Sophie Gérard, sur les travailleurs précaires C'est ça. à Bruxelles. Et donc, en fait, on a été mandatés par l'Observatoire de la santé et du social à Bruxelles, qui nous ont demandé de faire une cartographie juridique du travail précaire à Bruxelles. Et donc, on s'est lancé là-dedans. C'était vraiment c'était un gros morceau. Et donc, l'idée, c'était un petit peu d'essayer d'analyser en quoi le droit social arrivait ou pas à protéger les travailleurs précaires en essayant de se focaliser un peu plus sur Bruxelles. Et donc, on a fait ce travail à 4. Moi, je me suis plutôt focalisée sur tout ce qui était sécurité sociale et ma collègue Sophie Gérard sur tout ce qui était le droit du travail. Et donc voilà, en partant de mon mémoire où j'avais déjà étudié les catégories familiales et puis après en travaillant sur le travail précaire, c'est comme ça que tout doucement je suis arrivée à m'intéresser à la sécurité sociale des plus pauvres et puis après plus spécifiquement des femmes. Des femmes. Oui, c'est ça.
Mais en fait, du coup, tu me fais même une belle transition. Même, enfin, on va parler du coup de la thèse, mais du coup, ça me donne envie de parler de l'article que tu as fait. C'était en 2023, je crois, c'est ça que vous l'avez fait, le droit social face au travail précaire, cette étude. Peut-être présenter qu'est-ce que c'était cette étude et qu'est-ce qu'elle a révélé selon moi. Moi, c'est assez marrant, mais on s'était vu avant Oui, et oui. tu m'avais montré la taille de l'étude. C'était un truc de quoi, 450 Ouais, pages? 450 pages, ouais. 450 pages. Et tu m'as dit que personne ne lisait, quoi. Oui, oui, bah, c'est ça c'est ça qui est toujours un petit peu triste avec les études comme ça, c'est que donc nous, on a rédigé ces 450 pages. Je dis nous parce que vraiment, je n'ai pas écrit les 450 pages, c'est vraiment un travail collectif. Et donc en fait, nous, on a rédigé cette étude, c'était pour le rapport pauvreté 2020. Donc nous, on a rédigé ça en 2020-2021. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, ben, personne ne va lire 450 pages, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit cet article que tu mentionnais, qui est en fait une synthèse de notre grosse étude. Et on s'est dit, ben, peut-être que 60 pages, les C'est gens ça. auront plus envie de le lire. Et donc, voilà. Mais donc, cette étude-là, oui, comme je disais, c'était essayer de voir, bah, d'abord de définir ce que c'est le travail précaire. Ok, donc parce qu'on parle souvent de travail atypique. Ça, c'est un terme qui revient beaucoup, qu'on entend beaucoup. Mais le travail précaire et le travail atypique, c'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même des liens très forts. Donc, le travail atypique, c'est quoi? C'est en gros tout ce qui correspond pas au modèle classique du contrat de travail. Donc, le modèle classique, c'est le modèle fordiste, où on a un travailleur qui travaille à temps plein pour une durée indéterminée chez le même employeur toute sa vie. Ça, c'est le contrat de travail standard. Et contrat de travail atypique, c'est celui qui ne rencontre pas exactement ces caractéristiques-là. Donc, c'est par exemple les CDD, donc travail à durée déterminée, ou bien c'est d'avoir plusieurs employeurs, Ouais, ou c'est bien ça. en tout cas de ne pas en avoir un directement. Si on pense par exemple tout ce qui est Deliveroo et Uber, c'est qui l'employeur? Est-ce que c'est Uber? Est-ce que c'est le coursier à vélo? Ou bien est-ce que c'est la personne qui fait sa commande dans son salon? Donc voilà, ça c'est des questions qui se posent. Ou bien le travail à temps partiel. Donc tout ça, c'est du travail qu'on appelle atypique. Et le travail précaire, ça recouvre pas exactement la même chose, mais on constate quand même que tous les travailleurs atypiques ont plus de chances de se retrouver précaires. Et donc nous, dans notre étude, ce qu'on a voulu faire, c'était voir si le droit du travail et de la sécurité sociale en Belgique arrivait ou pas à protéger les travailleurs, et plus spécifiquement les travailleurs bruxellois, contre 4 grands risques qu'on a choisis, parmi d'autres qu'on aurait pu étudier, hein, mais c'était l'insécurité du lendemain, donc c'est-à-dire est-ce que j'aurai encore mon boulot demain, Ouais. c'était la prévisibilité du temps de travail. Donc savoir est-ce que demain je vais travailler 8 heures, est-ce que je vais travailler 2 heures, est-ce que... Voilà. C'était voir si les travailleurs atypiques avaient ou non accès à la négociation collective. Et enfin, s'ils étaient protégés par le droit de la sécurité sociale. Ça, c'est plutôt ce que moi j'ai... C'était plutôt la partie sur laquelle j'ai travaillé, puisque même si j'étais avocate en droit du travail, mes recherches, c'est plutôt en droit de la sécurité sociale. Et donc, pour répondre à ta question, oui, qu'est-ce qu'on a montré? En tout cas, on pensait vraiment qu'en faisant un peu l'histoire du droit social en Belgique, qu'on allait voir un grand effondrement. C'est un peu une thèse qu'on entend beaucoup, qu'il y a une flexibilisation complète du marché du travail et que les travailleurs sont plus du tout protégés aujourd'hui. Et c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. En tout cas, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y a des aspects du droit social qui se sont vraiment effrités avec le temps. Et on a aussi créé des statuts de droit du travail qui sont beaucoup moins protecteurs qu'avant. Si on pense par exemple au flexi-job, ça c'est vraiment un, un statut professionnel qui est vraiment... enfin, qui n'est pas du tout protecteur quoi, pour les gens qui travaillent sous ce statut. Mais que d'un autre côté, on a aussi le droit du travail et le droit de la sécurité sociale protègent mieux qu'avant toute une série de personnes. Et donc, ce que tu m'as dit, c'était que comment dire, le sujet global au départ n'était pas forcément centré sur le genre, Ouais. mais ensuite, par exemple, à travers cette étude, il y a aussi des choses qui ont été fort marquées là-dedans. Je pense par exemple au travail à temps partiel, où travail à temps partiel, désiré ou non désiré, est quand même très majoritairement fait par des femmes et offre beaucoup moins de sécurité et beaucoup moins de protection par rapport aux cas de protection dont tu parlais, quoi.
Ouais, c'est ça, oui. Mais oui, en fait, cette étude-là, elle n'était pas du tout centrée sur le genre. Mais comme tu dis, il y a quand même des choses qui sautent un peu aux yeux quand on a fait cette étude-là. Et c'est ce genre de choses qui, après, quand moi j'ai dû construire un projet de thèse, je me suis évidemment nourrie de tout ça. Mais le travail à temps partiel, c'est vraiment un super bon exemple. C'est vraiment, ça reste une forme de travail qui est très, très, très typiquement féminin. Et ce qu'on voit, c'est que même quand on dit travail à temps partiel désiré ou non désiré, même cette frontière-là, on peut un peu se poser la question, parce que souvent on dit que le travail à temps partiel est désiré parce que la femme va par exemple travailler à mi-temps pour pouvoir s'occuper plus des enfants, mais à quel point c'est un choix, vraiment, et à quel point c'est un choix de devoir s'occuper des enfants, et pourquoi on voit que c'est principalement les femmes qui font ça et pas les hommes. Est-ce que c'est vraiment désiré ou est-ce que c'est juste les la façon dont fonctionne notre société et fonctionne le couple et fonctionne la parentalité qui fait que ce sont les femmes qui travaillent le plus souvent à temps partiel. Bah, du coup, je fais la transition toute indiquée vers ta thèse. Je redis le nom de ta thèse, c'est une lecture féministe du droit de la sécurité sociale belge. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait, globalement? Oui, je comprends. Tiens, Mais donc, enfin, moi je sais, tu vois, oui, mais oui, oui, oui. Mais donc l'idée, c'était de relire le droit de la sécurité sociale belge, donc relire toute la réglementation du chômage, par exemple, en réfléchissant où peuvent se situer les difficultés pour les femmes d'avoir accès à la sécurité sociale. Ça, c'est un premier point, mais aussi d'avoir un accès et une sécurité sociale qui soit de bonne qualité, qui soit suffisante. Et donc, euh, et donc pourquoi j'emploie le mot féministe? Parce qu'on pourrait se dire, ben, tu peux étudier les femmes sans avoir une approche féministe, hein. C'est tout à fait possible. Mais donc, moi, l'idée, c'est vraiment, dans ma thèse, d'essayer de manipuler plusieurs corpus de littérature. Donc, c'est tout le corpus juridique, le droit de l'égalité et de la non-discrimination, mais aussi prendre au sérieux euh, des thèses qui ont été écrites et pensées par des auteurs féministes, principalement, principalement du féminisme matérialiste. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est le féminisme matérialiste, vas-y, dis-moi. mais donc en gros c'est euh, c'est un courant qui a eu lieu surtout en France dans les années 60 et 70, qui a été fort. Enfin, la figure de proue, c'était Christine Delphi. Christine Delphi, qui aujourd'hui est assez controversée, mais qui, en tout cas, à l'époque, a vraiment créé un mouvement qui était super intéressant. Et c'était de reprendre en fait les thèses marxistes, mais de dire que, parce qu'en fait, Marx, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'oppression des femmes, c'était juste une forme d'oppression qui découlait du capitalisme et que le jour où on se débarrasserait du capitalisme, ben, les femmes et les hommes vivraient dans l'égalité la plus parfaite. Et Christine Delphi et d'autres après elle, elles ont dit, mais par rapport à ça, Marx il s'est quand même un petit peu planté, parce qu'elles disaient, leur thèse c'était de dire qu'il y avait une oppression spécifique aux femmes, qui était le patriarcat, et que cette oppression spécifique des femmes, elle n'allait pas changer comme par magie si on se débarrasse du capitalisme. Et l'oppression des femmes, c'est de dire en gros que les hommes font le travail de production et les femmes font un travail de reproduction. C'est-à-dire, c'est là que c'est Christine Delphi qui a introduit le concept de travail domestique. C'est-à-dire que tout le travail ménager, élever les enfants, faire le ménage, préparer à manger, c'est du travail. Déjà, c'est quand même un statement assez fort hein, de dire que s'occuper de ses enfants, c'est pas par amour maternel simplement, c'est vraiment un travail. Et c'est un travail qui est gratuit et qui est pas considéré par la société. Et que sans ce travail gratuit des femmes, la société capitaliste n'aurait pas pu fonctionner comme elle fonctionne. C'est-à-dire que l'ouvrier ne peut aller à l'usine que parce que y a sa femme qui a préparé à manger et il y a sa femme qui va faire des enfants et tout ça. Donc en gros, c'est ça plus ou moins le féminisme matérialiste. Et donc l'idée, c'est d'utiliser, de prendre au sérieux en tout cas toutes ces thèses-là pour essayer de relire le droit de la sécurité sociale belge. Trop stylé. C'est ça l'ambition en tout cas. Ouais. Mais du coup, à travers ça, ce qui est chouette, c'est que ça croise, entre guillemets, pas mal d'informations, en tout cas de types de recherche qu'on fait pour Bruscop et dans lesquelles on va parler là. Quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as parlé de, entre guillemets, 3 thèmes principaux qui vont être un peu des outils que tu vas utiliser pour, en tout cas, avoir des pistes par rapport à la thèse. Je suis chaud qu'on en parle. Dans un premier temps, tu m'avais parlé justement du droit du travail et de la charge familiale.
Est-ce que tu peux m'en parler justement du tout ce qui est charge familiale? À quel point c'est fort et encore quelque chose qui peut être sujet à discrimination? Oui, oui, tout à fait. Mais donc, en fait, ce que j'entends par charge familiale, c'est le fait que, mais tu vois, la sécurité sociale, telle qu'elles sont construites, par exemple, en Belgique, elle s'est construite autour du modèle de ce qu'on appelle Monsieur Gagne-Pain. Ok, donc c'est Monsieur Gagne-Pain et Madame au foyer. Et donc, c'est le modèle Fordiste dont je parlais tout à l'heure. C'est un homme qui va travailler à temps plein, avec un contrat à durée indéterminée, pendant toute sa vie auprès du même employeur. Donc la sécurité sociale, elle s'est construite autour de ce modèle-là. Donc on a construit, par exemple, les droits au chômage sur base d'un modèle de quelqu'un qui travaille à temps plein chez un employeur, et puis qui, à un moment donné, va peut-être perdre son emploi, donc il aura besoin du chômage. Donc on a construit toutes nos lois sur ce modèle-là. Mais alors cette figure de l'homme, qui n'existe pas évidemment, hein, mais cette figure de l'homme, il n'a pas d'enfant. Et s'il a des enfants, on n'a pas besoin d'en tenir compte puisque c'est sa femme qui va s'en occuper. Et donc on voit que la sécurité sociale, à certains moments, elle n'est peut-être pas adaptée à l'évolution qui fait que maintenant, les femmes travaillent. Elles travaillent sur le marché du travail, mais on voit que dans les faits, elles continuent à s'occuper des enfants. Elles continuent à s'occuper du ménage. Elles continuent beaucoup à s'occuper du foyer. Et donc, il faut que la sécurité sociale s'adapte à tout ça. Et alors, il y a des choses qui fonctionnent, hein. Il y a des choses où ça s'est adapté. Et puis après, il y en a d'autres où on voit qu'il y a quand même encore, je dirais, un peu des bugs dans le système. Et donc, mon idée, ce serait d'essayer de relire le droit de la sécurité sociale pour essayer de trouver là où il continue à se construire sur un modèle où les enfants n'existent pas, par exemple. Et le travail à temps partiel, c'est là-dedans que je le range. C'est dire, les femmes travaillent à temps partiel, et donc est-ce que la sécurité sociale permet à quelqu'un qui travaille à temps partiel de se construire des droits suffisants pour le jour où, malheureusement, tu tombes malade, tu perds ton emploi, ou bien t'es vieux et donc t'es à la pension, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée de la charge d'enfant, et plutôt de l'inadéquation peut-être parfois du droit de la sécurité sociale avec la situation familiale. Si je peux te donner un exemple comme ça, peut-être que les gens... c'est plus simple d'avoir un exemple pour comprendre, mais tu vois, quand tu es au chômage, tu dois accepter tout emploi convenable qu'on te propose. Et la réglementation te donne des critères de c'est quoi un emploi convenable. Et donc elle dit un emploi convenable, c'est par exemple un emploi qui correspond à tes qualifications. Et après, elle te dit ce qui est sans incidence sur le fait qu'un emploi soit considéré comme convenable ou pas. Et la réglementation dit vraiment, j'ai vérifié ce matin avant de venir pour être sûre que c'était pas moi qui inventais, mais non, la réglementation dit spécifiquement que la situation familiale n'a aucune influence sur le fait de considérer un emploi comme convenable ou pas. Et elle dit même que la charge d'enfant ne doit avoir aucune influence. Mais donc, ça veut dire que cette réglementation, elle est écrite en disant on abstrait complètement le chômeur de sa situation familiale. Et donc, comme on sait que globalement, c'est quand même les femmes qui continuent à s'occuper le plus des enfants, ça veut dire qu'on va peut-être obliger des femmes à accepter des emplois, alors que si t'es mère célibataire avec 3 enfants, évidemment qu'un emploi sera peut-être moins facile pour toi qu'un autre, parce que, je sais pas, les horaires correspondent pas à l'horaire des crèches, à l'horaire des écoles et tout ça. Et donc, tu vois, en considérant que la charge familiale est pas du tout un facteur important, quand même, on voit que dans les faits, ça défavorise beaucoup les femmes, quoi. Beaucoup les femmes. Ouais. Ça c'est un exemple du genre de choses que j'essaye de débusquer, quoi, dans ma thèse. Et si tu n'acceptes pas ces boulots, techniquement, on peut t'enlever ton chômage, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc double peine, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et donc je trouve que... Et alors, évidemment, il n'y a plus dans notre réglementation de discrimination directe. Une discrimination directe, c'est dire les femmes ont accès à X alors que les hommes ont accès à plus. Ça n'existe plus. Mais par contre, quand tu vas un petit peu plus loin que les apparences, donc derrière des choses qui semblent neutres, tu peux encore trouver quand même des choses qui ne le sont pas tout à fait, quoi. Oui, d'ailleurs, là, c'était un chiffre que j'ai vérifié hier, parce que tu allais parler tout à l'heure des travails à temps plein et tout ça. À Bruxelles, en 2023, donc c'est-à-dire l'année dernière, quand on tourne là, c'est 70, dans les personnes salariées,
71% des hommes salariés, ils sont salariés à temps plein, alors que c'est que 50% des femmes. C'est-à-dire que la moitié des femmes qui travaillent à Bruxelles ne travaillent pas à temps plein. Ouais. Alors que c'est plus de 2 tiers des hommes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une diff Ouais, oui. assez ouf. Parce que travailler à temps plein, certes, c'est travail, mais ça veut dire du coup les revenus qui vont avec. Et déjà, comme il y a une différence de revenus de base, c'est encore plus double. En fait, c'est double peine, triple peine, Ouais, enfin, oui, tout c'est ça, ça, quoi. ouais. Oui, oui, tout à fait. Et donc après, ça a aussi une importance, évidemment, quand tu veux te construire des droits sociaux. Puisque, par exemple, les allocations de chômage sont basées sur ton salaire intérieur. Donc évidemment, si tu as travaillé moins d'heures, ton salaire est moindre, et donc le jour où tu vas tomber au chômage, tu auras moins de droits de chômage. Donc en fait, on ne se rend pas compte de toutes les implications que ça a, et la sécurité sociale, elle arrive un petit peu en bout de course, puisque la sécurité sociale, c'est déjà quand tu vas demander le chômage, quand tu vas demander des indemnités ou quoi, c'est déjà que tu fais face à un risque qui est arrivé, quoi. Tu as perdu ton emploi, tu es malade, donc déjà tu es dans une situation qui est difficile. Tu vas demander quelque chose pour lequel tu as cotisé, mais tu as cotisé au maximum de tes capacités, mais sauf que si jamais tu dois t'occuper de 3 enfants, tu peux pas travailler potentiellement à temps plein. Et donc en fait, c'est à ce moment-là que le calcul des allocations de chômage, pour reprendre cet exemple-là, doit vraiment essayer de tenir compte un maximum du fait que c'est pas un choix individuel toujours des femmes de travailler moins, c'est aussi la société qui s'est construite comme ça. La société qui s'est construite sur le travail gratuit des femmes chez elles. Du coup, ça m'a pensé au deuxième point dont on avait parlé et que je pense qui est pertinent par rapport à ça, c'est tout ce qui est ségrégation sur le marché de l'emploi. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Oui, oui, à fond. Tout à fait. Dis-moi du coup, Oui, tu peux oui. commencer par celle que tu Oui, veux. tout à fait. Mais donc, et on dit toujours qu'il y a 2 types de ségrégation auxquelles font face les femmes. C'est la ségrégation horizontale, c'est-à-dire le fait que les femmes se trouvent principalement dans des poches d'emploi, je dirais, qui sont typiquement féminines. Donc, par exemple, on va voir que les femmes sont surreprésentées dans tout ce qui concerne le CAR. Le CAR, c'est le soin aux autres, donc c'est les infirmières, les aides-soignantes, ou bien dans l'éducation, les femmes sont surreprésentées. C'est Ou 75% dans les santé humaine et action sociale, 65% dans l'enseignement. Ouais. Et à contrario, et c'était aussi des chiffres que j'avais, à Bruxelles, les secteurs typiquement masculins, par exemple la construction, c'est 86% d'hommes, le transport et l'entreposage, 80%, l'industrie manufacture, 72%, enfin, il y a énormément de trucs très masculins. Et on voit que les métiers qui sont typiquement féminins, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont quand même pas très valorisés, quoi. Et par exemple, un bon exemple, c'est les titres-services. Les titres-services, donc c'est tout ce qui est aide à domicile et principalement pour faire le ménage. Donc les femmes de ménage, hein, je crois que les chiffres, c'est 97% sont des femmes. C'est ça. Donc il y a quasiment pas d'hommes en titre-service. Et par rapport au titre-service, c'est vraiment... Et là, par exemple, je trouve qu'avoir une littérature féministe, marxiste là-dessus, c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit plein de choses par rapport au titre-service. On voit que, en fait, c'était du travail... c'était la femme au foyer, hein, qui s'occupait de son ménage. Et puis ensuite, si on va vraiment dans les extrêmes, mais c'est ce que pas mal de féministes disent, c'est qu'en gros, les femmes bourgeoises ont arrêté de s'occuper de leur foyer et elles ont pu accéder à l'égalité avec les hommes. Elles ont pu devenir chefs d'entreprise, avocates et tout ça. Et qu'elles ont externalisé le travail domestique à qui? À d'autres femmes, souvent d'origine étrangère. Les chiffres à Bruxelles, c'est énorme. Je ne sais pas si tu les Moi, as. je les ai. Oui. Donc, c'est 95% de femmes qui sont employées au titre-service. Et parmi ces femmes-là, il y en a 98% qui sont issues de l'immigration, dont 39% d'un pays hors de l'Union européenne. Donc, en fait, 98%, c'est toutes, quoi. Ouais. Elles sont toutes... Il n'y en a pas qui sont belges, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, donc c'est ça. Donc, en fait, il y a pas mal de grilles d'analyse qui disent c'est les femmes blanches bourgeoises qui ont externalisé aux femmes pauvres et racisées le travail domestique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, et ça j'ai regardé les chiffres avant de venir, c'est que 80% ou même quasiment 82%
des femmes, hein, on va dire femmes, puisque c'est quasiment que des femmes qui travaillent en titre service, travaillent à temps partiel. Et donc là, on retombe sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que au-delà du fait qu'il y a une ségrégation horizontale, on voit que ces femmes-là ne travaillent pas à temps plein, donc ont du mal aussi à se construire des droits sociaux complets. Et donc, si elles ne travaillent pas à temps plein, on peut imaginer qu'elles ont une charge familiale. Et donc, tu vois que un peu le tout est dans le tout, quoi. Et aussi, par rapport au titre service, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant quand tu regardes le droit du travail, cette fois. C'est que, tu vois, dans quasiment toutes les commissions paritaires, il y a des barèmes de rémunération. Et donc, tu sais, en première année... Après 1 an d'ancienneté, tu dois gagner X euros minimum. Deuxième année, X euros. Et souvent, les barèmes, ça va jusque 30 ans d'ancienneté. Et donc, chaque année ou tous les 2 ans, tu vas avoir une augmentation. En fonction de ton ancienneté, tu vas gagner de plus en plus. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, dans le secteur des titres-services, il n'y a que 3 barèmes. Et donc, en fait, pendant 3 ans, tu es augmenté. Puis après, si tu restes pendant 30 ans, tu vas jamais être augmenté. Et c'est pire que ça, parce que l'ancienneté est considérée seulement chez le même employeur. Donc ça veut dire que si tu passes d'une agence de titre-service à une autre, tu repars en année 0. On ne tient même pas compte de tes 10 ans d'ancienneté ailleurs. Donc ça veut dire que les femmes, on leur prend, hein, les femmes racisées à temps partiel vont voir leur rémunération augmenter les 3 premières années, et puis c'est tout. Et puis après, elles vont rester peut-être pendant 30 ans avec la même rémunération. Donc ça, je trouve, c'est vraiment au-delà du fait que c'est des métiers qui sont vraiment pas très valorisés socialement. Hein, et ça, de nouveau, les grilles d'analyse féministes sont super intéressantes parce qu'elles montrent aussi qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas valorisé, c'est parce qu'on considère qu'en fait, c'est du travail que les femmes, elles savent faire. Hein, puisque c'est quelque chose qu'elles ont toujours fait. Elles ont toujours fait l'entretien, elles ont toujours fait le ménage chez elles. Et donc, c'est des métiers qui sont pas valorisés non plus parce que on leur donne pas de qualification. On considère que faire le ménage, c'est pas un métier qualifié. Et donc, tu vois, la littérature féministe, je trouve qu'elle te fait réfléchir sur plein de choses parce qu'elle te fait aussi réfléchir sur c'est quoi un métier qualifié. Par exemple, on va dire que faire du ménage, c'est pas être qualifié, alors qu'en fait, savoir quel produit utiliser, comment nettoyer quelque chose, tu le suces pas de ton pouce, hein, c'est qu'on te l'a appris. Et donc pourquoi est-ce que ça, c'est pas considéré comme une qualification, alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont considérées comme des qualifications, alors qu'en fait, c'est simplement parce que c'est un savoir qui se transmet en fait souvent de mère à fille, et donc on considère que c'est pas vraiment des qualifications à part entière. Alors qu'à mon avis, si demain on met Georges-Louis Boucher qui doit nettoyer une maison, je suis pas sûre qu'il soit capable de le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il ait les qualifications pour le faire, quoi. Donc voilà. Donc je trouve que les titres-services, c'est vraiment quelque chose qui mêle plein de problèmes différents, quoi. Au-delà du fait que... Et c'est subsidié à 60%, quoi. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Au-delà du fait que c'est subsidié énormément, quoi. Donc c'est-à-dire que les titres-services, c'est quelque chose qui est hyper subsidié. Donc ça veut dire que si moi j'embauche demain une femme de ménage qui va venir chez moi, je paye pas l'entièreté de sa rémunération. Ouais, c'est ça. Je paye une partie et c'est la région qui paye l'autre partie. Alors, à la fois, l'idée était super chouette, hein, c'était de dire il faut arrêter que ces femmes travaillent en noir et donc en fait puissent pas se construire des droits sociaux et tout ça. C'était pour les protéger. Mais à la fois, on peut un peu se poser la question pourquoi est-ce que l'État paye pour que des riches, parce que soyons honnêtes, qui a des femmes de ménage, c'est quand même souvent des personnes riches, puissent se payer une femme de ménage. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'intervenir à ce moment-là? Alors, on comprend l'idée de vouloir protéger les femmes de ménage, et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment très important. Mais est-ce qu'on pourrait pas simplement obliger les personnes aussi à payer plus? Et du coup, là, on a parlé de la ségrégation horizontale et donc la verticale. Peut-être qu'on peut en parler un petit peu maintenant. Mais la ségrégation verticale, c'est le fait que dans un métier donné, les femmes n'arrivent pas C'est ça. à monter dans la hiérarchie et à occuper les postes les plus importants. Et pour le moment, j'ai repris un master en même temps que mon boulot. Je fais un master en études de genre. Et je devais faire un travail pour un cours. Et donc, j'ai regardé à l'ULB, parce que je devais analyser
l'endroit où je travaillais. Et donc j'ai regardé les chiffres à l'ULB et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant que parmi le corps scientifique, dont le corps scientifique c'est c'est les doctorants, hein, globalement, on voit qu'il y a 46% de femmes et 54% d'hommes, donc c'est assez équivalent. Quand on regarde au niveau des profs, tous statuts confondus, là il y a plus que 35% de femmes pour 75% d'hommes. Et après, quand on regarde encore plus précisément le statut de prof ordinaire, qui est le meilleur statut, on va dire, hein, le statut le plus haut, là, il n'y a plus que 27% de femmes. Ok. Et donc c'est ça la ségrégation verticale. C'est dire en bas de l'échelle, il y a une quasi-égalité, mais tout au-dessus de l'échelle, là, il n'y en a plus du tout, quoi. Et moi qui viens du barreau, où j'étais avocate pendant 4 ans, là, c'est terrible. Si tu regardes les premières années, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais quand après tu regardes qui est associé dans les cabinets d'avocats, bah là, il y a quasiment que des hommes, quoi. Donc c'est ça la ségrégation verticale, c'est montrer qu'en fait, les femmes n'arrivent pas à monter dans la hiérarchie. Et ça, tu crois qu'il y a... Enfin, veut dire, qu'est-ce qui fait qu'elles n'y arrivent pas, en fait? Bah, je pense qu'il n'y a pas une raison, hein. Ouais, Effectivement, bien je sûr. pense qu'il y a plein de raisons. Mais je crois que toutes les raisons qu'on a déjà invoquées avant, en fait, continuent à tourner. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'il y a et le travail à temps partiel, qui fait qu'en fait, si tu fais le travail à temps partiel, tu peux pas augmenter aussi vite, tu peux pas monter aussi vite dans la hiérarchie que si tu travailles à temps plein. Il y a la charge familiale, hein. Ça, c'est encore un truc fou. J'avais parlé avec une amie qui me disait, à chaque fois que mon enfant est malade, la crèche m'appelle moi. Alors qu'en plus, elle a un copain qui est super présent comme papa, mais elle dit, vraiment, la mentalité, c'est on appelle la mère. Et donc tu te dis, si à chaque fois, en fait, c'est à toi qu'on remet la charge d'aller chercher l'enfant, de faire ceci, de faire cela, le congé maternité par rapport au congé paternité, mais je pense qu'on en reparlera. Ouais. Évidemment, on voit que quand une femme a un enfant, dans les années qui suivent, elle va gagner un petit peu moins de sous. Quand un homme a un enfant, étonnamment, dans les années qui suivent, il va gagner un peu plus de sous. C'est fou parce qu'en fait, on se rend compte que les femmes qui ont le fait d'avoir un enfant a un impact négatif sur la carrière des femmes, alors qu'il a un impact soit neutre, soit positif sur la carrière des hommes. Et donc je crois qu'évidemment, il y a un mélange de tout ça qui joue sur le fait que les femmes ont plus de difficultés à monter. Et sinon, j'ai lu une étude que j'ai trouvée assez marrante, qui a un peu aucun sens, mais que je trouvais super intéressante, sur le fait que les femmes ont plus tendance à accepter que les hommes les tâches qui sont pas valorisées dans l'entreprise. Et qui donc des tâches sur lesquelles tu vas pas pouvoir obtenir de promotion. Ah ouais? Et donc, ils ont fait plein de tests et ils voient que c'est aux femmes qu'on demande le plus ce genre de tâches et c'est elles qui les acceptent le plus. Et donc, c'est par exemple, en fait, c'est du care en entreprise. C'est organiser le pot de départ de Philippe, c'est vérifier qu'il y a de l'eau dans la salle de réunion avant que tout le monde vienne, c'est commander les sandwichs pour ceci. En fait, tout ça, c'est des tâches complètement invisibles, mais qui sont prises en charge par des femmes, sauf qu'au moment de faire qui va avoir une promotion, on va pas regarder c'est toi qui as organisé les 3 dernières fêtes de départ et c'est toi qui as vidé le lave-vaisselle le plus souvent. On va regarder est-ce que c'est toi qui as rapporté le plus de clients. Enfin, je veux dire, on va regarder d'autres choses, quoi. Et au niveau de la recherche, il y avait cette étude-là montrait qu'au niveau de la recherche, les femmes travaillent autant que les hommes en recherche. Le nombre d'heures par semaine est équivalent, mais que par semaine, donc c'est-à-dire que les femmes sont à l'UNIF, travaillent et tout ça, mais que par semaine, elles passent 2 heures de moins sur leur propre recherche que les hommes. Donc c'est parce qu'elles vont aller relire la recherche de bidule, parce qu'elles vont... on voit qu'il y a beaucoup plus de rendez-vous avec des étudiants. Mais ça, de nouveau, c'est pas du tout valorisé, quoi. Que tu sois un super bon prof qui prend le temps avec ses étudiants, c'est pas valorisé. Ce qui compte, c'est le nombre d'articles que tu publies. Et donc, je pense que tous ces facteurs-là, ça explique la ségrégation verticale. Après, je suis pas une spécialiste de ça, mais je pense que voilà, c'est multifactoriel et entre autres, il y a tout ça, quoi. Ouais, j'avais aussi lu pas mal de choses. On en parlait dans Bruscope sur les stéréotypes de genre. Donc, au fait aussi à quel point certains types de qualités, certains types de filières vont être plus associés à des traits masculins ou à des traits féminins, et à quel point ça peut du coup aussi jouer sur déjà
comment est-ce que les femmes peuvent ou non progresser autant que les hommes dans certains domaines, et puis même une espèce d'auto-exclusion, quoi. J'avais vu une conférence à Bruxelles hyper intéressante avec c'était une professeure en psychologie sociale, qui était aussi la vice-présidente de l'université d'Aix-Marseille, enfin en tout cas d'un pôle de l'université d'Aix-Marseille, Isabelle Régnier, qui parlait de les menaces stéréotypes. Et qui disait la menace stéréotype, au fait, c'est comment la peur de vérification d'un stéréotype, exemple d'un stéréotype, c'est classique, c'est les hommes sont plus forts en maths, par exemple, les femmes vont être plus proches de tout ce qui est care, tout ça, du soin. Et du coup, à quel point la peur de valider un stéréotype va, d'un point de vue des biais cognitifs, faire en sorte qu'au fait, tu vas être moins performant, et tu vas avoir une dégradation de performance dans une situation où tu dois, entre guillemets, résoudre un problème, où tu estimes, tu as peur d'être inférieur, quoi. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu as quelque chose qui vient de l'extérieur, tous les facteurs sociétaux, mais tu as même les facteurs internes, quoi, Ouais. d'intériorisation des choses, quoi. Mais je pense que les stéréotypes de genre, c'est vraiment quelque chose sur lequel enfin, on n'a pas une prise directe, quoi. Je crois qu'on en a tous internalisé énormément. Et par rapport au travail, il y a tous les trucs classiques, hein, un homme, un homme qui fait des blagues, un homme qui a du charisme, vs une femme qui ferait les mêmes blagues, qui aurait du charisme. On ne les perçoit pas du tout de la même façon. Et donc tout ça, ça joue super fort. Et les stéréotypes de genre, ben, je viens de faire... Enfin, je suis en train pour le moment d'écrire un article sur justement les stéréotypes de genre en sécurité sociale. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses super intéressantes là-dessus. J'ai analysé, bon là c'était pas du droit belge, c'était au niveau de l'Union européenne, mais j'ai analysé tu vois, toutes les décisions de justice qui ont été rendues par la Cour de justice de l'Union européenne sur droit de la sécurité sociale et genre, et discrimination de genre. Et il y avait une affaire qui m'a complètement sidérée en Allemagne. Donc c'est la législation allemande qui dit en gros que si tu travailles moins de 15 heures par semaine, tu cotises pas pour le chômage et donc t'as pas droit au chômage si tu perds ton emploi. Et donc il y a deux femmes qui ont contesté cette législation devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'était deux femmes, déjà c'était pas étonnant que ce soit des femmes, hein, puisque travail à temps partiel, on se rappelle, c'est beaucoup des femmes, et qui étaient nettoyeuses. Donc les titres services en Allemagne, quoi. Et donc elles ont contesté cette législation devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et les arguments de l'Allemagne, pour dire que ça allait tout à fait leur législation, c'était dire deux choses. C'était dire que les employeurs, ils avaient besoin de travailleurs comme ça qui coûtaient pas très cher, qu'il y avait vraiment une demande de travailleurs pas chers, puisque si tu payes pas de cotisation de sécurité sociale, automatiquement ils te coûtent moins cher. Et que deuxièmement, s'il fallait payer des cotisations de sécurité sociale normales, en fait, ce serait du travail en noir. On augmenterait le travail en noir. Et donc, en gros, l'Allemagne, elle dit pas le travail ménager des femmes, le travail de ces femmes de ménage, il est nul. Mais ce qu'il dit, c'est que s'il fallait les rémunérer normalement, on le ferait pas et on travaillerait en noir. Mais donc, en gros, là derrière, dans l'inconscient, alors personne se dit c'est du travail nul et tout, mais dans l'inconscient, il y a quand même le fait que du travail, moins de 15 heures par semaine dans le nettoyage, c'est pas du vrai travail. Et qu'en fait, ça vaut pas la peine d'être protégé comme un autre travail. Et d'ailleurs, si ça devait être protégé comme un autre travail, personne ne le payerait. Et donc, je pense que dans l'inconscient, il y a vraiment énormément de stéréotypes de genre qui continuent à jouer partout, tout le temps, quoi. Bah, du coup, j'aimerais parler du troisième point, qui est l'interruption de carrière et tout ce qui est congé de parentalité. Peut-être rappeler très vite rappeler la situation en Belgique, de ce que c'est que les différents congés et leur durée. Et je trouve qu'il y a des trucs hyper intéressants là-dessus, donc on pourra en discuter après. Mais peut-être dans un premier temps, parler des congés existants, quoi. T'as d'abord, évidemment, au moment de la naissance d'un enfant, Ouais. où t'as donc le congé maternité. Le congé maternité, c'est 15 semaines. Et il y a une période prénatale et une période postnatale. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, voilà, la mère doit se reposer au moins une semaine avant l'accouchement, et puis le reste après, elle peut un petit peu varier comme elle veut. Et le congé maternité, il est obligatoire. Et à côté de ça, il y a le congé paternité, qui n'est pas obligatoire, et qui a quand même été fort augmenté au fur et à mesure du temps, et qui maintenant est de 20 jours. 20 jours, ça fait un mois. Mais il n'est pas obligatoire.
Et là, enfin déjà quand je dis il y en a un qui est obligatoire et l'autre pas, tu comprends tout à fait que en fait si t'embauches une maman, de façon obligatoire, le jour où elle aura un enfant, elle sera pas là pendant 3 mois. Si t'embauches un père, peut-être qu'il sera là tous les jours. Et donc en rendant pas obligatoire le congé paternité, en fait on impacte négativement les femmes. On impacte évidemment négativement les hommes, c'est une certitude, mais aussi les femmes. Et ça, par exemple, moi j'ai trouvé ça super intéressant de voir que tous les combats des pères et des associations d'hommes se sont beaucoup focalisés à un moment donné sur la garde partagée. Donc dire que en cas de séparation, l'enfant doit aller autant chez son père que chez sa mère, parce que c'est vrai que dans les années 90, c'était les enfants allaient chez leur mère. Mais par contre, ils ne se sont pas vraiment emparés du combat du congé paternité obligatoire et plus long. Et en fait, c'est les associations féministes qui, elles, disent non, il faut un congé paternité plus long et obligatoire. Parce que le jour où le congé paternité sera plus long et sera obligatoire, en fait, ça ne changera rien d'embaucher une femme ou un homme. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez fou. Et sinon, tous les autres types de congés, il y a les congés parentaux pour s'occuper des enfants et tout ça. Et c'est vrai que c'est des congés qui sont encore très très fort pris par des femmes. Mais pareil pour les congés pour s'occuper d'un parent malade, c'est encore beaucoup les femmes qui prennent ces congés-là. J'avais lu un article que j'avais trouvé super intéressant sur le site du Monde, donc pas du tout un truc féministe spécifiquement, mais j'avais trouvé ça super intéressant. C'est sur la génération de femmes qui ont genre 40-50 ans et qui se retrouvent en fait entre des enfants dont elles doivent toujours s'occuper et des parents vieillissants dont elles doivent aussi s'occuper. Et ils appellent ça la génération sandwich. Donc c'est vraiment pris entre du care partout. Il faut s'occuper des parents, il faut s'occuper des enfants, et en fait, c'est vraiment... et c'est là on voit des explosions de burn-out et tout ça, parce qu'en fait, c'est ingérable, quoi. Le congé paternité, maternité, et le congé maternité, ça dure 3 mois, mais en fait, on voit que ça a des impacts sur très 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 long, puisque si pendant 3 mois, en tant que mère, tu te retrouves seule avec ton enfant, ça veut dire que l'enfant, il s'est habitué à toi. Ça veut dire que toi, tu sais comment le bercer, tu sais reconnaître les pleurs, tu sais ce qu'il aime bien manger. Enfin, voilà, je veux dire, tu sais le gérer, en fait. Et le père, en fait, il sait pas le gérer. Il sait pas le gérer puisqu'il n'est pas là au quotidien. Et donc, après les 3 mois, ce qui va se passer, c'est que quand la mère va retourner travailler, le soir, le week-end, quand le bébé va pleurer, en fait, elle saura comment faire. Et donc, elle aura un rôle qui va en fait être pris et être beaucoup plus important pendant vraiment des années et des années et des années. Et donc, je crois que... Enfin, moi, je suis convaincue que agir sur le congé paternité, ça pourrait avoir un impact énorme et dont on ne se rend pas compte sur énormément de choses, sur le travail à temps partiel, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des pères qui vont se découvrir aussi, en s'occupant pendant 3 mois de leur bébé, ils vont se dire, en fait, moi, je ferais bien un 4/5e, ce genre de choses. Je pense que ça peut avoir un impact sur la ségrégation verticale, comme on disait. Si et les pères et les mères ont le même congé au même moment, ce sera plus discriminant d'être mère comme ça l'est aujourd'hui. Je pense vraiment que ça pourrait avoir des impacts sur le très long terme. Et il y a vraiment un argument qu'on entend toujours, c'est dire oui, mais la mère, elle a besoin de plus de temps puisque la mère, elle accouche. Et alors qu'en fait, toutes les études montrent que 3 mois, on donne pas 3 mois de congé maternité pour que la mère se remette physiquement. Il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus du soin à l'enfant que du soin au corps de la mère, ce congé maternité. Et d'ailleurs, ce qui est c'est un peu une particularité comme ça que je trouve super intéressante dans la législation. C'est une de mes étudiantes qui, dans un travail, a découvert ça et j'avais trouvé ça génial. C'est en fait, si la mère meurt au moment où elle accouche, le père va pouvoir bénéficier du congé maternité. C'est le congé de conversion. C'est le congé de conversion. Et donc, en fait, quand on fait ça, quand on dit ça, on dit qu'en fait, le congé maternité, c'est pas pour se remettre de l'accouchement, puisque dans ce cas-ci précis, il n'y a pas d'accouchement. Enfin, si, il y a un accouchement, mais malheureusement, la maman est décédée, donc elle doit pas s'en remettre physiquement. Et donc, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'un bébé a besoin d'avoir un parent pendant 3 mois à ses côtés. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin que ce soit la mère. Ça pourrait tout à fait être le père. Et donc, voilà, je pense vraiment que les congés paternité, c'est vraiment la prochaine chose sur laquelle il faut aller et vers une obligation. Obligatoire. Au-delà de l'allonger,
parce qu'on l'a déjà allongé récemment et je trouve que c'est génial, mais il faudrait vraiment faire une obligation. Il y a souvent un espèce d'argument qui est donné de dire que s'il y a des congés plus grands, quoi, que ça va coûter très cher, sur l'argument économique, quoi. Ouais, Il y a des chiffres qui sont très parlants. Il y en a un justement qui est très parlant, c'est celui qui dit que les mères dont les compagnons ont pris le congé paternité, sur une période de 12 ans, elles ont 21% de jours en moins d'incapacité de travail. Donc ça veut dire qu'elles ont 21% de jours en moins où elles sont pas là, et donc c'est 21% de jours en moins où elles peuvent travailler et être productives. Donc en fait, même la logique productiviste directe de dire il faut travailler pour pouvoir un rendement économique, sur le temps long ne fonctionne même pas, quoi. En ouais, fait, il y a ouais. tout à gagner à faire ça et à le rendre obligatoire. Ouais, ouais, tout à Mais fait. bon, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Mais j'aimerais terminer par rapport à ces congés sur un exemple qui pour le coup peut être inspirant. C'est en Suède. On allait checker pour voir ce qui se passait en dehors en Europe. Et en fait, en Suède, c'est le premier pays qui a introduit un congé parental indemnisé qui soit obligatoire et égal entre les femmes et les hommes. Et au fait, l'allocation parentale, ça donne droit à 480 jours Ah ouais, c'est pas mal. à répartir librement entre les deux parents avec un minimum de 90 jours incessibles. Ouais. C'est-à-dire que tu as 90 jours où le père et la mère sont obligés d'être en congé. Et ensuite, tu as encore 300 jours à genre qui? En fait, c'est presque un... Enfin, c'est un truc... Ouais, ouais. assez Mais ça c'est super parce que ce qui est super, c'est qu'il y ait une partie qui soit incessible. Ouais. Parce que je sais bien, je pense que c'était en Allemagne où à un moment donné, ils avaient fait que un grand panier que tu pouvais mettre sur l'un ou sur l'autre. Et en fait, il s'est avéré que c'était que les mères qui prenaient tout. Et donc, l'idée était pas mal, mais ça marchait pas dans les faits. Mais le fait d'avoir un truc incessible, c'est génial. Et je pense que ça, effectivement. Et puis, enfin voilà, j'en sais rien, mais je mettrais ma main à couper qu'une fois que tu as fait ces 90 jours, ben, en fait, tu as certainement plus envie de rester à la maison avec ton enfant. Et donc, peut-être qu'après, tu as plus d'égalité, quoi. Même dans les jours qui restent à prendre. Je pense effectivement que c'est un chantier colossal, mais je reste sur l'idée que le congé paternité, c'est déjà un bon début. Ouais. Et que, et là, c'est aussi ce que pas mal de littérature féministe dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, plus qu'agir directement sur le marché du travail, il faut peut-être d'abord agir dans les foyers, en fait. Parce que le jour où il y aura l'égalité parfaite dans les foyers, il y a des choses qui vont se résoudre sur le marché du travail. Le jour où les pères prendront la moitié en charge, le jour où les hommes prendront à moitié en charge toutes les tâches ménagères à l'intérieur du foyer, ben, ça libérera du temps pour les femmes et donc on pourrait imaginer, on pourrait espérer en tout cas qu'il y ait des choses qui changent sur le marché du travail aussi. Et après, bon, je pense que il y a quand même encore des choses très précises qu'on peut encore changer en sécurité sociale et j'espère que ma thèse permettra d'en épingler certains qu'on pourrait un petit peu changer pour aller vers un mieux. Bah, je pense que c'est une super conclusion. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir été là. Merci à toi. D'avoir discuté. Et puis, on se retrouve à un autre moment. Il y aura d'autres talks qui vont être super. Et à bientôt. Bah écoute, je propose que moi, quand je mange un cookie, Oui, quoi, bah oui, par c'est ce que exemple. j'allais dire. Moi, Allez, je veux hop bien là. manger un Pas cookie. nécessaire, je peux arrêter maintenant si vous voulez. Non, mais moi, j'ai adoré. Il m'a fallu 15 secondes chrono pour faire la première erreur de prononcer mal ton nom. Ouais, mais je me suis dit, il faut le dire parce que sinon, tu vois, après, Mais je t'as vais tout être à là, fait genre, raison. oh non. Oh non, il a dit Gilman. Ouais. Bon, bah, premier talk de Bruscope, quoi. Premier talk de Voscope dans la boîte. Ouh!